Bonjour, on est le mercredi 2 septembre 2020 avec une météo qui semble clairsemée. On a des clartés en cette matinée, mais malgré tout j'aperçois un petit peu de brume. Enfin bref, pour un 2 septembre, bien sûr il y a un refroidissement mais avec des éclaircies, alors que hier on avait voilà, une journée plus ou moins variable. En matinée et en soirée, on n'a pas retrouvé les mêmes, les mêmes clartés. Il faisait plus clair en soirée. Ceci étant dit, je vous propose ici un calcul donc dans la lignée de ce qui a été fait au niveau des vidéos précédentes. Un calcul de quantité d'énergie de type thermique, de type calorifique. Parce que je vous ai toujours dit qu'il y a plusieurs types d'énergie, et ici, bon, comme on étudie la calorimétrie fait référence à la chaleur et donc au bilan d'énergie thermique. On fait référence aux énergies thermiques. On aurait pu prendre en compte différents types d'énergie électrique, des énergies mécaniques, et il en existe d'innombrables types d'énergie que l'on peut tenir en compte. Or ici, on ne tient en compte en calorimétrie, du moins pour certains, voilà, pour certains systèmes, parce qu'il y a certains systèmes, il faudra tenir compte de l'énergie électrique, hein, et d'autres de l'énergie mécanique. Bon, mais ici, on bannit tout ça, et on ne se réfère que au bilan énergétique, thermique, de type calorifique, de type chaleur. Voilà, donc ici, on a qu'est-ce qu'on a? D'après l'énoncé, calcul de la quantité d'énergie calorifique, chaleur fournie à l'eau pour élever, bien sûr, il y a le reste de l'énoncé, il faudrait que je le booste, pour élever 3 kg, hein, donc on a une masse de 3 kg, pour faire passer sa température de 20 à 60 degrés Celsius. C'est clair et net, l'énoncé est clair et net, bon, ça ne doit pas vous poser de problème. Par contre, je vais le faire de deux manières et je vais vous montrer comment aborder la chose en le calculant de deux manières possibles. Ce qui veut dire ici, c'est que si je fais mon petit schéma avec le système, ma schématique, j'ai le système, et bien sûr, on va apporter de l'énergie au système. Le milieu extérieur, peu importe ce qu'il est, c'est une source de chaleur extérieure au système qui va apporter de la chaleur au système. Donc le milieu extérieur va fournir de l'énergie. Donc, je l'indique bien, le milieu extérieur fournit de l'énergie de quel type? De type calorifique ou encore ce qu'on appelle de l'énergie thermique. Donc le système reçoit de l'énergie. S'il reçoit de l'énergie, son état énergétique va évoluer vers un état plus haut. Donc le système qui est l'eau ici, je vais décrire qui est le système. Si je devais mettre une échelle comme ceci, voyez, le système au départ, avant que l'on ne fournisse au système de l'énergie thermique, il est à un niveau d'énergie que je vais appeler énergie thermique E1.
avec l'apport delta Q, puisque le milieu extérieur va apporter quoi? Un delta variation de chaleur, delta Q. Vous comprendrez que ce delta Q va faire évoluer le système vers énergie plus haute. C'est-à-dire qu'on aura énergie E2 qui sera égale à E1 plus delta Q. Voilà. Voilà ce qu'il en est du bilan énergétique. On a bien un bilan énergétique. Et on retrouve ici l'écart entre E1 et E2 n'est tout bonnement que ce fameux delta Q d'apport. Voilà, l'écart entre E1 et E2, c'est le delta Q. Ce qui signifie que, oui, apporter de l'énergie, c'est faire évoluer aussi, quelque part, la température. Ce qui veut dire que la température du système va évoluer. Mais elle va évoluer de quoi à quoi? Mais d'une température que je vais appeler T1 à une température que je vais appeler T2. Et plus on apporte de l'énergie delta Q, et plus le delta T sera grand. Voilà, donc T2 moins T1 constitue le delta T ici. L'écart entre T2 et T1, c'est le delta T. Donc ici on a une échelle, bien sûr, vous l'aurez compris, une échelle d'énergie. Et là on a une échelle de température. Voilà. Il s'agit de ça ici dans ce problème-ci. Donc quand on demande de calculer, l'énergie thermique. Donc c'est un calcul voilà, d'énergie. Calcul de delta Q. Puisqu'on demande de calculer l'énergie thermique. On revient au problème. Donc on a une masse de 3 kg pour faire passer sa température de 20 à 60. Voilà. Donc la température ici, elle va passer de 20 degrés Celsius. Pourquoi en degrés Celsius? Parce qu'on est en... J'ai pris l'unité degrés Celsius, enfin, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est dans l'énoncé. Dans l'énoncé, l'unité est le degré Celsius, donc ça fait référence à la thermodynamique physique. La température finale est à 60 degrés Celsius. Donc on a un écart delta qui vaut, bien sûr, vous l'aurez compris, de 40 degrés. Donc on demande justement quelle est cette énergie qui va faire évoluer le système de 20 à 40, de 20 à 60, c'est-à-dire un delta T de 40 degrés. Bon, sachez que l'énergie à apporter
pour élever la température d'une température T1 à T2, bon, n'est pas la même d'une substance à l'autre. Hein. Je vous rappelle que ça dépend du type de substance. Donc il y a un coefficient à tenir en compte de substance. Ce coefficient, bien sûr, maintenant vous le savez, ce coefficient fonction de la substance, je vais mettre K fonction de la substance, eh bien c'est ce qu'on appelle, ici comme on est en calorimétrie physique, donc je vais faire intervenir non pas des masses mais des moles, non pas des moles mais des masses, donc c'est ce qu'on appelle la chaleur massique. La chaleur massique du corps. Voilà. Donc, plus la chaleur massique du corps est importante, plus, pour monter d'une température de 20 à 60, plus elle devra accumuler plus de chaleur. En fonction, voilà, d'un corps à l'autre, il y a des corps qui accumulent plus de chaleur par rapport à d'autres. Donc, d'un corps à l'autre, pour passer de 20 à 40, il y a certains corps qui vont demander plus d'énergie, vont pouvoir accumuler plus d'énergie, ont une capacité à accumuler plus d'énergie, thermique bien sûr. Hein. Donc, vous voyez que c'est dépendant de la substance, mais c'est aussi dépendant de la masse, parce que chauffer une masse d'un corps de 30 kg et chauffer 100 kg, c'est différent. Donc le calcul de delta ne fera intervenir que 3 grandeurs. La masse, la chaleur massique du corps, puisqu'on est en thermomètre. Ici, vous voyez que j'utilise la masse. Hein. Donc je suis en thermodynamique. Oui, je pourrais dire ça en thermodynamique physique, mais en calorimétrie physique. Plutôt en calorimétrie physique. Mais ici, justement, je vais faire deux calculs. Une qui va faire intervenir la calorimétrie physique et une qui va faire intervenir la calorimétrie thermodynamique. Donc je ferai deux calculs pour bien apercevoir que bon, c'est deux domaines pour lesquels on utilise des unités différentes. Alors, quel est ce système? Maintenant, je peux mettre un autre schéma. Quel est ce système? Eh bien, ce système, c'est tout bonnement constitué de matière qui est de l'eau. Voilà. On a affaire ici à de l'eau. Voilà. Donc on doit chauffer de l'eau. Eau qui est la molécule H2O. H2O, qui est une température de 20 et il faut la faire monter à 60 par le biais d'un apport de chaleur. Donc ce qui veut dire que voilà, il y a un système extérieur qui va apporter de l'énergie. Voilà. Et donc l'eau va chauffer, elle est passée à 60. Voilà, l'eau va chauffer. Bon. Si j'étais un peu trop loin, pourquoi dans mon dessin? Parce que l'eau va ne faire que chauffer, elle ne va pas bouillir, elle ne va pas passer sous forme de vapeur. Pour ça, il faut passer faut être à 100 degrés pour commencer. Pour bouillir, il faut 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Elle passe à l'état liquide, de l'état liquide à l'état vapeur. Donc ici, on passe de 20 à 60, l'eau chauffe, tout simplement. Donc elle passe pas à l'état vapeur. Donc je reste à l'intérieur, ça chauffe à l'intérieur. Les molécules s'agitent, comme dans le temps AVD, bon, c'est une agitation moléculaire qui va se faire et donc ça va créer de la chaleur. Cette agitation moléculaire va créer de la chaleur. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Via un apport d'énergie, voilà, de chaleur extérieure, les molécules d'eau vont se réchauffer et vont passer de 20 à 60. Voilà, et c'est ce qu'on demande ici. On demande de calculer cet apport de chaleur là. Que vaut-elle? Que doit-on apporter au niveau de la chaleur? C'est la question justement qui est posée. Quelle quantité de chaleur faut-il pour élever la température de 20 à 60
d'une masse d'eau, qui est l'H2O, mais cette masse est connue, parce qu'en fait c'est 3 kg. On a mis 3 kg d'eau. Ce qui veut dire qu'on a mis 3 litres. Hein, parce que voilà, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg, 1 kg par mètre cube. Par décimètre cube, je m'excuse. 1 kg par litre, par décimètre cube. Voilà. Donc, 1 kg par décimètre cube ou 1 kg par litre. Donc ça veut dire que dans un litre, on a 1 kg. Ça, c'est la masse volumique de l'eau. 1 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que 3 kg. 3 kg, c'est 3 litres. Si 1 kg vaut 1 litre, 3 kg, ça fait 3 litres. 5 kg, ça fait 5 litres. 10 kg d'eau, c'est 10 litres. Et ainsi de suite. Donc ici, on a 3 kg. Ce qui fait qu'on a 3 litres. On a mis 3 litres d'eau. Ce qui fait, voilà, 3 kg vaut 3 litres. Donc on connaît la masse. On a 3 litres d'eau. On connaît le volume, 3 litres, et on connaît sa masse. Voilà. Donc, on a calculé la quantité de chaleur nécessaire, on connaît tout. Je vais répertorier dans un tableau les données. On a de l'H2O, les valeurs sont là, les unités sont spécifiées ici. Donc, calculer la quantité d'énergie calorifique thermique fournie à l'eau pour élever la température de 20 à 60. Bon, sachant qu'on a 3 kg. Eh bien, je mets ma masse d'eau. Ma masse d'eau, ça fait 3 kg. 3 kg, ça fait 3000 grammes. Bon, on va voir si on va utiliser les grammes. Tout dépend des unités. Alors, on connaît la chaleur spécifique de l'eau. 4,186, certains mettront 4,184, c'est valable. En quelle unité? En joule par degré et par gramme. Joule, gramme par degré. Voilà. Bon, moi j'aurais pu mettre en kilojoules par kilo. Hein. Si je fais former le numérateur, je fais former le dénominateur, j'aurai kilojoules par kilo. Et par degré Celsius, parce que je suis en thermodynamique physique. On joue avec des kilos et des degrés Celsius. Voilà, donc ça, on a besoin de ceci. On a besoin de cela. Chaleur spécifique, ce qu'on appelle la chaleur massique ou chaleur spécifique. Hein, de l'eau. Donc on va utiliser cette donnée-là, que je mets en pointillé ici. La chaleur spécifique de l'eau, 4,186 joules par gramme et par degré Celsius. Alors la masse d'eau, ben, elle fait 3 kg. Ce qui fait que, comme on est en joules par gramme, ben, joule par gramme, je vais travailler en grammes. Je dois remettre les kilos en grammes. Ça fait 3000 grammes. 3 kg fait 3000 grammes. Il suffit juste de multiplier 3 par 1000. Alors, la température initiale, elle est là. T in, de l'eau bien sûr, hein, parce qu'il s'agit de l'eau ici, H2O. 20 degrés. Température finale, 60. L'écart de température delta F, c'est T final moins T initial. Ce qui fait 40 degrés. Et tout est en degrés Celsius, parce qu'on est en thermodynamique physique. Alors, je vais faire le calcul pour calculer le delta Q. Mais le delta Q, en employant bien sûr le CS de l'H2O, c'est-à-dire ceci. Le CS de l'H2O, c'est-à-dire la chaleur massique de l'eau ou la chaleur spécifique de l'eau. Voilà. Pour voir plus clair, je vais faire ceci. J'utilise ceci. Chaleur spécifique de l'eau, ou la chaleur massique de l'eau. Je calcule le delta Q. Comment calculer le delta Q? Ben, je vais vous le faire tout de suite ici. C'est la masse en grammes fois la chaleur massique ou chaleur spécifique en joule par gramme et par degré. C'est-à-dire que les grammes vont se simplifier. Et si je multiplie par la température en degrés Celsius, qui est l'élévation de température à 40, de 40 degrés, ben, les degrés se simplifient, il ne reste plus que des joules. Joules fois des grammes divisé par des grammes, ça fait des joules. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore joules par degré Celsius, fois des degrés Celsius, ben les degrés Celsius vont tomber, il va rester des joules. Donc si je multiplie ceci, ça fait 502 320.
C'est ce qu'on retrouve ici, 502 320. Alors je le mets en kilojoules parce que c'est un grand nombre, ça fait 502,32 kJ. Alors, on a pris de l'eau. Donc la chaleur massique est un invariant ici, puisque ça reste de l'eau. Supposons que maintenant je change la masse. On va déjà changer la température, on va passer à 100 degrés. Là, à 100 degrés, bien sûr, on a 1 million de joules. On a 1 million de joules. Ça qui fait 1004 kJ. On a 1004 kJ. Donc vous voyez que bon, plus il faudra élever la température du corps, plus il faudra lui apporter de la chaleur. Bon, je reviens à 60, donc je vais faire passer de 20 à 100, il y a 80 degrés. Hein. Voilà. Je vais revenir de 20 à 60, et là je vais mettre 1 kg. Mais pour 1 kg, il y a moins il y a moins, vous voyez qu'ici, si vous pouvez apercevoir ici, delta Q, hein. Si je change ici la masse, je vais mettre 2 kg, mais vous voyez qu'ici ça a changé, c'est 334 000 joules pour 2 kg. Pour 3 kg, 502 000 joules qu'il faut apporter. Pour 5 kg, 837 000 joules, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est dépendant aussi bien de la masse et de la température, et que plus la masse est grande, et plus il faut apporter une quantité de chaleur. Et plus la température doit être élevée, plus il faut apporter une quantité de chaleur pour élever cette température-là à un certain niveau. Bon, je reviens au cas de figure de départ, 3 kg et différentiel de température de 40 degrés. Cette fois-ci, maintenant, je vais calculer non plus à partir de la chaleur massique, mais je vais calculer en termes de thermodynamique, c'est-à-dire au travers de l'échelle Kelvin, et en nombre de moles. Ce qui veut dire que j'ai besoin pour ça de la chaleur non pas massique. En thermodynamique, on utilise plus la chaleur molaire. Ce qui veut dire que je vais utiliser la chaleur molaire, Cm, le Cm de l'H2O, et non plus le CS. Je n'utilise plus le CS. La chaleur massique, ou la chaleur spécifique de l'eau, ça c'est en thermodynamique physique. Alors maintenant, je me situe en thermodynamique thermochimique ou thermodynamique pure. Quoique la thermodynamique peut faire avoir des éléments de physique, elle peut faire de la calorimétrie physique, il n'y a pas de problème, je vous l'ai déjà dit auparavant. Calorimétrie, c'est quelque chose d'ouvert à beaucoup de choses. On peut faire de la calorimétrie, c'est l'étude de la chaleur en général, des énergies et de la chaleur. Donc, quelque part, on peut faire introduire des notions de thermodynamique en physique. Donc, la thermodynamique peut jouer avec des paramètres physiques, il n'y a pas de problème, c'est pas que c'est interdit. Hein. C'est pas que c'est interdit. La thermodynamique peut jouer avec des grandeurs physiques. Mais généralement, elle joue avec des grandeurs thermodynamiques. Échelle de température absolue, en Kelvin, des moles, elle va jouer avec des quantités de matière, des moles, et non pas des masses. Bon, on retrouvera des masses malgré tout, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ça que je dis, c'est ouvert. Voilà. Mais ici, maintenant, je vais faire le calcul. Je vais faire le calcul. Qui va faire intervenir la chaleur molaire de l'eau. Bon, et cette chaleur molaire de l'eau a déjà été calculée auparavant. Il y a une vidéo qui a été faite. Vous la retrouverez dans une des vidéos. Et voilà, et tout a été calculé ici. Si vous vous rappelez de cette vidéo-là, la chaleur spécifique de l'eau, qu'est-ce que c'était que la calorie? La calorie, c'était défini comme, c'est la quantité de chaleur fournie à l'eau pour élever de 1 degré ou 1 Kelvin. Hein, parce que j'avais expliqué qu'un degré ou 1 Kelvin c'était le même. 1 degré, la substance était absolument de l'eau pour élever de 14,5 à 15,5, c'est-à-dire 1 degré Celsius ou 1 Kelvin, la substance qui est l'eau, de 1 gramme.
Donc l'eau était de 1 gramme ici. Et on définissait la calorie. Alors, on faisait un petit calcul. Ce petit calcul disait qu'il suffisait de faire 1 gramme fois 4,186 joules par gramme et par degré fois 1 degré, ou fois 1 Kelvin, on obtenait 4,186 joules. Donc 4,186 joules, c'est l'énergie apportée. Voilà. C'est l'énergie que l'on a apportée pour faire élever la température d'1 degré, une masse de 1 gramme de substance qui est l'eau. Mais l'eau possède sa chaleur massique propre, qui est 4,186 joules par gramme par Kelvin, ou par degré Celsius. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalent mécanique de la chaleur. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Et au travers de ça, quand on définit que c'est que la chaleur nécessaire pour faire élever la température de l'eau d'1 degré d'une masse correspondante à 1 gramme, eh bien c'est ce qu'on appelle, on revient sur une unité, on remet une nouvelle unité. Voilà, ce 4,186 devient 1. Ce 4,186 devient 1. Donc on définit une nouvelle unité qui est la calorie. Donc une calorie, c'est la chaleur nécessaire pour faire évoluer une substance qui est l'eau d'1 degré pour 1 gramme d'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la calorie, qui est une unité très pratique en calorimétrie. Certains disent qu'elle est désuète, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que vous voyez qu'ici, il y a une virgule, et là, tout ce qui est multiple de 4,186 sera de type, on va dire, entier. Si on a 3 fois 4,186, ben on aura 3 calories. Et là, la calorie est pratique pour pouvoir faire des comparaisons par rapport à l'eau. Toute substance pourra être comparée par rapport à l'eau. Et se dire, bon, voilà, si elle est plus énergétique ou moins énergétique que l'eau. Voilà, l'eau fait une calorie. Enfin, pour élever la température d'un gramme, hein, parce que si vous changez, si vous mettez 3 grammes, bien sûr, vous aurez 3 calories. Voilà. Si vous mettez 3 grammes, vous aurez 3 calories. Si vous mettez 5 grammes, vous aurez 5 calories. Sans changer, bien sûr, la température ici, hein, de 1 degré. Voilà. Voilà, les calories sont là. Hein. Voilà, les calories sont là. 5 grammes. Voilà. Mais si vous maintenez 1 gramme et que vous faites 5 degrés, vous aurez 5 calories. Vous allez avoir 5 calories. Alors, si vous mettez 5 grammes et 5 degrés, ce qui fait 25 calories, 5 fois 5, 25. Vous aurez 25 calories. Voilà. Mais la calorie était définie pour 1 gramme et 1 degré pour pouvoir comparer justement par rapport la calorie par rapport à ceux qui ont plus de capacité thermique ou moins de capacité thermique. C'est pour pouvoir comparer. Il y a des substances qui ont une capacité thermique plus grande que d'autres, donc ils vont avoir voilà, ils ont une capacité à accumuler plus de chaleur pour la même variation de température donnée, pour une faible température donnée, par rapport en comparaison avec un autre. Si vous faites les mêmes variations de température, mais il va accumuler plus de chaleur par comparaison. Mais l'eau, c'est une calorie, donc c'est une base unitaire pour laquelle on peut s'exprimer par rapport à ça. Bon, ceci étant dit, donc vous voyez bien que l'eau, c'est 4,186 joules d'apport pour faire élever 1 degré 1 gramme d'eau, ce qui veut dire qu'on apporte une calorie. Bon, maintenant, ça c'est la chaleur spécifique. La chaleur spécifique, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est la chaleur qui est nécessaire pour faire passer 1 gramme d'eau de 14,5 à 15,5, ce qui veut dire 1 degré Celsius. Bon, ça c'est la chaleur massique, chaleur spécifique. Voilà. Mais il y a la chaleur molaire, si vous êtes en thermodynamique ou en thermochimie. Alors, pour la chaleur molaire, il est aisé de la trouver. On sait bien que on a la molécule qui est l'H2O. L'hydrogène pèse 1,0079 g par mol, l'oxygène 15,994 par mol. Comme on a 2 hydrogènes, 2 fois 1,0079 plus 15, bon, on obtient 18 grammes par mol. Donc l'eau pèse 18 grammes par mol, ce qui est ce qu'on appelle la masse molaire.
masse molaire. La masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mole. Alors, combien dans une mole, quelle est son énergie comparée à une base de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin? Eh bien, on sait bien que l'eau est énergétique à 1 calorie. Une calorie, c'est 4,186 joules. Mais ici, bon, la chaleur molaire utilise le joule, et pas la calorie. On pourrait le remettre en calories, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je peux le remettre en calories. Voilà. Je peux le faire, c'est pas un problème. Je vais mettre en calories mole par Kelvin. Donc il suffit de prendre ceci et je vais diviser par 4,186. Parce qu'on sait bien que une calorie fait 4,18 joules. Ah, il est marqué là. Une calorie fait 4. Je l'ai même remarqué ici. Fait 4, donc si je divise par celui-là, voilà, j'ai 18 calories par mole et par Kelvin. Voilà, j'aurais pu mettre mole moins 1, Kelvin moins 1. Bon, ici, mole, normalement, c'est sans E, parce que c'est l'unité. Voilà. Ici, c'est pareil. Donc, je peux passer en calories, c'est pas un problème. Mais à ce moment-là, ce qui veut dire que si je passe en calories, ben, je retrouve la masse molaire. 18,0098. Voilà. Qui est tout à fait logique. Hein. Si j'utilise la calorie, bon, c'est cal. Le symbole, c'est cal, c'est réel. Si j'utilise la calorie, je retombe sur la masse molaire. C'est normal parce qu'en fait, ici, nombre de joules par mole par Kelvin, c'est la masse molaire fois nombre de calories. Bon, ici, j'ai une calorie. Une calorie, c'est 4,186 joules. Donc 18 fois 4,186, ça fait 75,389. Voilà. Donc, ça veut dire que le nombre de calories va être multiple à la masse multiple de la masse molaire de l'eau. Dans ce cas-ci, la substance est de l'eau. Voilà. Donc, la masse molaire, c'est 18 fois 4,186. Vous trouvez 75,3898. Et ça, c'est la chaleur molaire de l'eau. Elle vaut toujours ça. C'est une constante. C'est un invariant. Donc, c'est ce que j'ai ici. Je vais rechercher cette variable-là, cette constante, je m'excuse, cette constante. Qu'est-ce qui est constant? Ben, c'est la masse molaire de l'eau, 18,00198. D'ailleurs, je les mets en jaune. Hein. En jaune, sur de rouge, pour vous dire que bon, ici, c'est une constante. Ceci, le 4,186, c'est une constante. Et le 7538 est une constante propre à l'eau. La chaleur spécifique est une constante propre à l'eau. La chaleur molaire est une constante propre à l'eau. La masse molaire est une constante propre à l'eau. Enfin, voilà. Donc ici, c'est une mole ou ce qu'on appelle la masse molaire. Désignée en général par masse molaire MM. Alors, donc le calcul a été fait pour la charge, en employant la chaleur massique. On a utilisé ceci. Voilà. Chaleur massique, ça a été fait. On a trouvé 502 320 joules, ce qui fait 502 kJ. Et maintenant, je vais le faire en calculant en employant le CM.
ben, vous allez voir que le résultat est le même. Hein. Le résultat est le même. Alors je vais vous dire comment on a fait. En utilisant la chaleur molaire, ben, c'est N. Ici, on a utilisé, pour delta Q, on a utilisé M fois le CS, chaleur spécifique ou chaleur massique, fois delta T. Bon, delta T, bon, je peux incorporer un symbole spécial qu'est le delta. Bon, vous comprendrez quand je marque delta, c'est delta, c'est ce delta-ci. Hein. Voilà, quand j'écris delta, bon, c'est le delta, là, comme ceci. Par contre, ici, la formule, c'est N. Là, c'est Martin, M de Martin, c'est-à-dire la masse. Là, c'est Nestor de nombre de moles. De nombre de moles. Fois le C, non pas chaleur spécifique, chaleur molaire. Fois, bien sûr, le delta T. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes formules, mais le résultat est le même. Que j'utilise la chaleur spécifique ou la chaleur molaire de l'eau, il y a un qui change, c'est normal. On ne voit pas pourquoi ça devrait changer. Alors, ici je vais le remettre en calories. Tant qu'on y est, je vais prendre ceci, les joules. Une calorie vaut 4,18 joules. Donc je prends celui-ci et je vais diviser par 4,186. Et là, j'ai la valeur en 120 000 calories. Vous voyez que c'est un nombre entier. Je vous l'avais expliqué pourquoi tout à l'heure. Hein. C'est un nombre entier parce que c'est un multiple de 4,18. 4,18 est en une virgule. Donc on a un nombre entier. Donc c'est 120 de calories. Bon, 120 000 calories. 120 000 calories. 120 000 calories. Bon, il en sera de même pour l'autre. Hein. C'est la même chose. 502 320, 502 320, 502,32 kJ, on a divisé par 1000. Le 502 320, si je le divise par 2, ça fait 502 kJ. Voilà, ça c'est pour 3 kg. Si on augmente le nombre de kilos de masse, la masse, ben, le nombre de kilojoules apportés sera d'autant plus grand. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour NCM. Je vais le faire ici. Pour NCM delta T, ben, il suffit d'aller chercher la chaleur molaire. Ça c'est le CM. Le nombre de moles, ben, on a 3000 grammes. On a 3000 grammes. Et dans 3000 grammes, je vais vous montrer d'abord ça. On a 3 kg. 3 kg c'est 3000 grammes. Hein. Sachant que la masse molaire de l'eau, c'est, j'ai besoin de ceci, 18 grammes par mole. Ben, ça c'est pour une mole. Dans une mole, on a 18 grammes. Et ici, on a plus de une mole, parce qu'on a 3000 grammes. Donc il faut faire 3000 divisé par 18. Vous faites 3000 divisé par 18, vous avez 166. C'est ça, c'est le résultat que vous avez ici. Donc ça, c'est le nombre de moles d'H2O dans 3000 grammes. 166 moles d'H2O dans 3000 grammes. Donc le N, je le connais. Le N, le N est connu. Mais le N, c'est 166. Ah, parce qu'on a mis 3000 grammes. Fois la chaleur molaire, parce qu'on est en thermodynamique chimique. Déjà, le nombre de moles, c'est en thermodynamique chimique. Ou thermodynamique, voilà, en thermodynamique pure. Chaleur molaire, c'est 75 fois la variation de température de 40. Et on a bien 502 320. Vous voyez que le résultat ne change pas. Le résultat ne change pas. C'est comme ça que ça a été calculé ici, ce 502 320, en faisant NCM delta T. Voilà. Bon, maintenant, si je mets 5 kg,
si vous changez, si je mets 5 kg, je viens de changer ici, hein, bon, dans l'énoncé, je mets 5 kg. Là, et là, il y a 5000 grammes. J'ai 277 moles. Voilà, c'est 200, à part de 166 moles, j'ai 277 moles. J'ai plus de moles. Il y a plus de moles à chauffer. Donc la capacité, enfin la chaleur apportée est d'autant plus grande. Ce qui fait 200 kg, 200 000 calories. 200 000 calories. Alors que pour 3 kg, on avait combien de calories? Pour faire passer de 20 à 40 degrés Celsius, on avait 120 000. Et là, on passe à 200 000 calories. Voilà. Alors, si on apporte de la chaleur, et c'était le cas ici, je voulais vous montrer ici, on apportait de la chaleur. Hein. Voilà, je vous avais dit ici, on peut l'entrevoir. Ici, on apportait de la chaleur. Hein. On a calculé cette chaleur-là. On l'a calculée, maintenant elle est définie. On l'a déterminée. On apportait de la chaleur, et donc apporter de la chaleur, c'est va induire une élévation de température. Donc le delta T sera positif, et le delta Q sera positif. C'est-à-dire que la température finale sera beaucoup plus grande que la température initiale. TF moins TI sera positif. Donc le QF moins QI sera positif. La chaleur finale moins la chaleur initiale sera positive. C'est-à-dire que la variation de chaleur sera positive. Et donc, on va maintenir cette convention. Si delta Q est positif, le milieu extérieur fournit à l'eau, je m'excuse, hein, le milieu extérieur fournit à l'eau, qui est le système, l'énergie calorifique. Donc ça veut dire que l'eau s'échauffe, on a un bilan qui est exothermique. Alors s'il s'avérait qu'on aurait fait le contraire, c'est-à-dire que si l'eau devait apporter la chaleur au milieu extérieur, c'est pas le cas ici, hein, mais si ça devait être le cas, que l'eau est chaude, voilà, elle va refroidir quelque chose d'autre, ou le milieu extérieur, hein, parce qu'elle peut être en contact avec quelque chose d'autre. On peut avoir plusieurs systèmes qui sont en contact. Et l'un est considéré comme, dans un premier temps, l'un est considéré comme milieu extérieur et l'autre comme système. Et puis on peut changer. On peut changer, pour faire l'étude, on peut changer. Le système n'est pas, je veux dire, invariable. On peut changer le système et réétudier voilà, ce qui est en contact avec l'ancien système qui devient le milieu extérieur. Alors si delta Q est positif et négatif, le milieu extérieur, à ce moment-là, reçoit de l'énergie calorifique du système. Le système ici, c'est quoi? C'est l'eau. On apporte de la chaleur au niveau extérieur. Le milieu extérieur, c'est l'apport de chaleur extérieure. Et le système, bien sûr, c'est l'eau, qui est dans un contenant, bien sûr. L'eau, c'est un liquide, il a besoin d'être contenu dans un contenant. Donc on va réchauffer un contenant avec son contenu. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais le contenant, il va prendre la chaleur. Ben oui, il y aura des pertes de chaleur. Ben ici, on fait des calculs théoriques en disant qu'il n'y a pas de perte de chaleur, il n'y a pas d'absorption de chaleur par quelque chose d'autre. Alors on se dit que c'est l'eau qui va tout prendre. L'échange est parfait. On a un échange parfait. L'eau prend tout. Prend toute la chaleur. Mais ce qui n'est pas vrai, hein, ça va bien sûr. Il y a des rendements. En réalité, on calcule des rendements, ça ne va pas comme ça. C'est purement théorique. Hein. Voilà, parce qu'il y a toujours des pertes de chaleur, des transmissions de chaleur qui vont ailleurs. Et donc fatalement des pertes. Quand j'appelle perte, ça veut dire qu'au niveau global, la chaleur qui a été donnée n'arrive pas, je veux dire, aux composants qu'on veut qu'elle absorbe la chaleur, toute cette chaleur. Bon, on donne une certaine chaleur, mais ça n'arrive pas complètement aux composants pour lesquels on veut transférer cette énergie calorifique. S'il n'arrive pas complètement, c'est qu'il y a des pertes de chaleur. Et il y aura toujours des pertes de chaleur, je vous l'ai toujours dit. Ici, ce sont des calculs théoriques. On se dit que bon, on ne tient pas compte de la bassine qui va absorber de l'énergie calorifique. On se dit que c'est directement l'eau qui va absorber toute l'énergie calorifique de chauffage, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On va avoir d'énormes pertes de chaleur. D'ailleurs, on fait des calculs de rendement pour calculer ces pertes de chaleur. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il n'y a aucun calcul de rendement. On se place dans un point de vue théorique. Alors, si delta Q est négatif, le milieu extérieur reçoit de l'énergie calorifique, qui est l'eau. L'eau se refroidit, et là, on a un bilan endothermique. Et ça, c'est une convention de thermodynamique. Si vous la prenez comme ça, ben, voilà, généralement, les gens ils prennent delta Q positif, transformation exothermique. Dans ce cas-ci, c'est une transformation exothermique.
Dans ce cas-ci, bon, on apporte de la chaleur au système. Donc on a une transformation exothermique, ce qui veut dire que le delta Q est positif, mais la variation d'enthalpie est négative. Hein. Voilà, c'est le contraire. La variation d'enthalpie est définie comme étant le contraire de la variation de chaleur. Si la variation de chaleur est positive, on a delta H qui est négatif, et donc c'est exothermique, c'est une transformation exothermique. Si delta Q est négatif, c'est pas le cas ici, delta H est positif, et on a une transformation endo. Voilà. Alors en d'autres termes, ici si je résume, on a le milieu extérieur qui fournit de l'énergie thermique au système, c'est le cas de l'exercice ici. Là, à ce moment-là, on a un delta Q positif. Voilà. Je l'ai mis avec une croix pour dire positif, c'est le delta Q. Et le système, bien sûr, c'est ce qui est en bleu. Alors, je ne remonte pas le système parce que vous savez qui est le système, je l'ai indiqué ici. Hein. Le système, voilà, c'est tout ce qui est en bleu. Je l'ai mis avec une petite barre pour dire représenter le système. C'est le rond, c'est le disque plein, le disque plein qui est en bleu. Ça, c'est le système. Tout ce qui n'est pas disque plein, ben, c'est le milieu extérieur. Et donc, le milieu extérieur, ici, on a fait un apport d'énergie au système. Et donc, on a un delta Q positif, donc un delta H négatif. Bon, si on a vu le contraire, si c'était l'eau qui transférait son énergie calorifique vers le milieu extérieur, on aurait un delta Q négatif. Voilà. Là, ça voudrait dire que le milieu extérieur absorbe de l'énergie thermique provenant, dans ce cas-ci, du système qui est l'eau. Voilà. Je vous remercie beaucoup.